Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour une écologie anticapitaliste, dans lequel nous évoquerons le capitalisme comme un mode de production intrinsèquement pulsionnel et de la forme de religion qu'il a développée pour asseoir son hégémonie. Dans le précédent épisode, nous avons vu les principes économiques du capitalisme, la compétition, qui conduit à la concurrence sur les prix et donc à l'augmentation des volumes produits, et le crédit, provoque une croissance infinie, toujours fondée d'une manière ou d'une autre sur une base matérielle qui détruit donc la nature parcelle par parcelle. Le capital se heurte à des impasses matérielles qu'il surmonte en apparence et trouve en fait de nouveaux objets à exploiter dans les destructions qu'il engendre. Je voyais encore récemment une publicité pour climatiseur qui indiquait « Préparez-vous à la prochaine canicule ». Le capital fait du fric sur le réchauffement climatique qu'il a lui-même généré. Même chose pour les soi-disant nouvelles opportunités économiques que nous apporterait la fonte de la banquise. Le capital pourrait donc persister dans son existence à travers sa nécrophilie. Alors c'est une idée qui va à l'encontre de l'analyse weberienne du capitalisme, puisque le sociologue Max Weber le présente comme étant un régime tourné vers l'ascèse, un régime de vertu. Dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », Max Weber affirme effectivement que le capitalisme se développe conjointement avec un phénomène culturel, à savoir le protestantisme, ou plutôt les protestantismes, puisqu'il en existe une myriade de chapelles. A contrario du catholicisme où le jugement dans l'au-delà se fait sur la base des actions ici-bas, dans le protestantisme, certains individus sont prédestinés au salut. Cette croyance aurait eu un effet psychologique sur les fidèles qui, individus comme tout le monde éminemment sociaux et en quête de reconnaissance par leurs prochains, auraient tenté de prouver appartenir à ce groupe prédestiné. Cette preuve se serait construite par la richesse matérielle, guidant de cette façon les protestants vers l'accumulation et à une conduite économe. Le problème étant que le capitalisme, on le voit bien, est très loin d'être ascète. Tout au contraire, il s'exprime à travers la démesure. Si l'on considère la thèse de la prédestination, il faut bien pouvoir montrer qu'on est riche. Par exemple, par la consommation ostentatoire, dépensière. Le philosophe Danny Robert Dufour considère justement qu'une chapelle bien précise du protestantisme est passée sous les radars de Weber, celle qui fait l'apologie du mal. En 1705, Bernard Mandeville, médecin néerlandais, publie un livre qui fera date, La fable des abeilles, dont le message pourrait être résumé en une phrase. Les vices privés font la vertu publique. Ce que veut dire Mandeville, c'est que les bas instincts de l'homme, refoulés par la religion catholique, sont en réalité bénéfiques à la prospérité économique. Friedrich Hayek, penseur majeur du libéralisme économique, qualifiera Mandeville, dans l'un de ses ouvrages, de mastermind. Et c'est effectivement le mantra des néolibéraux. C'est parce que certains recherchent leur intérêt personnel par le profit que des emplois sont créés. C'est parce que certains suivent leur volonté de puissance par la richesse que l'abondance ruisselle dans la société tout entière. Prenons un exemple qui lui est contemporain, le grand incendie de Londres en 1666, Mandeville indique que, certes c'est un drame, mais regardez tous les gens que nous allons pouvoir mettre au travail pour la reconstruction. Les déjections des chevaux s'amoncellent dans les rues, très bien, voilà de nouveaux emplois dans leur nettoyage. Si l'on considère que la prostitution est moralement condamnable, d'accord,
mais la prostituée va devoir acheter des vêtements, du maquillage pour plaire à ses clients, faisant à nouveau vivre l'économie. Pour Dufour, c'est ce levier culturel qui a enclenché l'émergence du capitalisme, dont les origines purement économiques ne pouvaient pas s'épanouir sans le renversement de l'ordre moral, de la condamnation du mal. Le capitalisme n'est pas un régime de vertu, c'est un régime de jouissance, dans lequel l'argent donne accès à toutes les jouissances, ce qui fait de son accumulation une fin en soi. Avec Henry Ford, qui donne accès au prolétariat à l'automobile, débute une phase de jouissance collective, où les conditions matérielles d'existence des habitants des pays du Nord puis des pays émergents s'améliorent considérablement. Ce qui ne veut pas dire que la vie est rose. Ce n'est pas parce que la misère roule en voiture que ce n'est plus la misère, disait Kluskar. Si la voiture sert à passer plusieurs heures dans les bouchons pour aller travailler, pour un salaire de misère, pour pouvoir payer l'essence de sa voiture, pour aller travailler, nous voilà bien rendus. Le Fordisme s'accompagne également de la naissance du crédit à la consommation qui permet aux ménages d'acheter des équipements sans en avoir les moyens à l'instant T, ce qui conduit parfois à des situations de surendettement, mais permet de soutenir la croissance. Tout ceci menant dans un état où il est normal de posséder plusieurs smartphones dans une vie et plus généralement de consommer en masse. Le débat quant aux origines protestantes ou non du capitalisme reste ouvert. Mais le point clé à retenir, c'est l'aspect pulsionnel du capitalisme. Ce fut l'objet des travaux du philosophe freudo-marxiste Bernard Stiegler, qui considère que le capital, en plus d'épuiser le travailleur et la nature, s'attaque aussi à notre capacité d'attention. Le capitalisme est accapareur du temps. Il épuise les gens au travail, puis ceux-ci arrivent éreintés chez eux et se posent devant des programmes télévisés qui demandent peu de concentration. Nous privilégions les flux rapides aux activités plus longues, les réseaux sociaux à la lecture. Nous scrollons sur notre feed. Les réseaux sociaux nous nourrissent de contenus immédiats et hypnotiques entrecoupés à intervalles réguliers de publicité, évidemment. L'épuisement de notre capacité d'attention provoque l'émergence d'une société de l'inattention. Inattention pour son prochain, inattention pour l'extérieur de la civilisation, le reste du vivant. Nous avons perdu la moitié des insectes qui habitaient autrefois cette planète et nous n'avons rien vu. Tout est allé si vite, imperceptible. Le fameux Homo economicus, présenté par les économistes libéraux comme l'archétype humain, commence à se réaliser véritablement. L'humain est réduit à un sujet consommant, un individu dont il faut capter le temps de cerveau disponible pour le transformer en un rouage de l'appareil capitaliste. Toute économie a besoin du désir pour pouvoir tourner, mais le capitalisme dans lequel les capitalistes doivent écouler leurs marchandises de plus en plus nombreuses transforme le désir en pulsion. À force de puiser dans le désir des consommateurs, le capitalisme l'assèche, le rendant de plus en plus agressif sous sa forme pulsionnelle. L'énergie vitale humaine est devenue mécanique, instinctive. C'est ce qui différencie le désir de la pulsion. La pulsion est l'expression brute de l'énergie vitale, le désir est conscient, la pulsion est animale. De la même manière que le travail devient animal sur la chaîne de production, l'aliénation affecte aussi la libido du consommateur compulsif. Libido à entendre dans un sens psychanalytique, à savoir le dialogue inconscient entre la recherche du plaisir et la nécessité d'autoconservation. Le consommateur est en fait rongé de l'intérieur par une force addictive. La proximité avec la pensée marxiste est ici très visible. Pour Marx, le travail est animal lorsque son produit n'est pas conceptualisé à l'avance. C'est la différence entre l'araignée qui tisse sa toile et l'artisan tisserand qui fait pourtant la même chose. D'un côté, la production est instinctive, de l'autre, elle est pensée a priori. Pour Stiegler, le désir est conscient tandis que la pulsion ne l'est pas. Plus la libido tend vers la pulsion, plus elle est facilement canalisable. Cela produit un cercle vicieux de la pulsion comparable au sol qu'on épuise de ses ressources minérales et dont l'exploitation doit donc nécessairement être encore accentuée.
L'abêtissement pulsionnel est généralisé et suit une trajectoire crescendo au sein de la société. On achète, sans besoin réel. Le plaisir ne réside même plus dans la possession d'un objet, mais dans l'instant de son acquisition. L'addiction sévit, il en faut toujours plus. Ce qui génère donc aussi une sorte de déconnexion vis-à-vis du réel. La Terre n'est pas un immense supermarché dans lequel on peut se servir à envie. Max Weber parle de désenchantement du monde avec l'avènement du capitalisme qui scientifie sa perception, détruisant les croyances plus primaires. Mais on pourrait aussi dire à contrario que le capitalisme intrinsèquement pulsionnel conduit à un enchantement du monde dans le sens où tout devient possible, où on ne tient plus compte des limites d'un espace fini. Dans ce monde, changer de smartphone tous les ans est une bonne chose puisque créateur de croissance économique, ce qui explique d'ailleurs le recours nécessaire à l'obsolescence programmée. Emmanuel Macron, dans une récente interview télévisée, accusait certains de vouloir s'abstraire du principe de réalité. Alors, je ne sais pas si Macron avait en tête la définition psychanalytique de ce que c'est que le principe de réalité, tel que décrit par Freud et que Wikipédia nous indique comme étant la capacité d'ajourner la satisfaction pulsionnelle face aux exigences du monde extérieur. Très intéressant par rapport à la question écologique. Et donc en vérité, c'est le système qu'il promeut, le capitalisme néolibéral, qu'il faut faire redescendre sur Terre car il s'abstrait du principe de réalité. Ce dernier cherche à sucer le pétrole jusqu'à la dernière goutte, exploiter la libido jusqu'à la dernière pulsion. Mais comme après toute prise de substance, le réveil sera douloureux. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est de réapprendre à vivre en univers contraint. C'est quelque chose qu'on avait totalement oublié avec l'apparition des combustibles fossiles. On s'est transitoirement pris pour des dieux. On s'est affranchi d'à peu près toutes les limites. On est allé sur la Lune, on s'est déplacé à 100 km/h. Et la condition historique de l'humanité, ça n'a jamais été ça. Et pendant quelques siècles, on s'est transitoirement affranchi de cette limite. Il nous faut bifurquer vers un autre type d'abondance, celle que le Marx des dernières années avait en tête, l'autolimitation. Car c'est le principe de réalité qui permet de se représenter notre imbrication dans la toile du vivant. La véritable abondance se trouve dans la conservation et la transmission aux générations futures de notre milieu de vie. Les religions, dont certaines avaient pour point cardinal cette idée de notre appartenance au vivant et du respect de la nature, ont été substituées par une autre, bien plus indistincte, diffuse et pernicieuse, la religion capitaliste. Prenons quelques exemples triviaux pour finir. Quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. La particularité de la seconde contradiction, si tant est qu'elle existe, comme nous l'avons vu, est aussi qu'on ne peut pas y échapper. Tout au long de l'histoire, des groupes anticapitalistes avaient réussi à s'extraire et à créer leur propre société. Ce sont par exemple les en-dehors anarchistes qui s'extirpaient du salariat et vivaient en communautés séparées. Avec la contradiction naturelle, il n'y a nulle part où se cacher, car ce sont les paramètres mêmes de la vie sur Terre qui subissent des transformations. Il sera même difficile de vivre dans un monde post-capitaliste où nous devrons manœuvrer avec tous les désastres irréversibles que celui-ci a provoqués. Dérives climatiques, désertification des sols, etc. La chose la plus perverse dans cette histoire, c'est que nous le voulions ou non,
nous prenons part, à titre individuel, à la poursuite de ces désastres. Nous sommes plongés dans un bain idéologique capitaliste. Et, écrivait Bourdieu, quand le monde va de soi, il va pour soi. Une idéologie est totale lorsqu'elle fait passer le système comme naturel et ne pouvant être autrement. C'est l'idée que s'efforcent à infuser les relais éducatifs et médiatiques du capital, érigeant le marché comme entité autonome, n'obéissant pas aux lois humaines. Et qu'est-ce que la religion, sinon la croyance en une transcendance extérieure au monde? Les relais que j'évoque sont l'Église qui la structure délivrant la messe à l'université et dans les médias. Les fidèles, ce sont nous qui les écoutons et qui participons à un culte en dévouant notre vie entière à la consommation. Le dimanche matin n'est plus dédié à la paroisse, mais au centre commercial. Comme les capitalistes doivent à tout prix écouler leurs marchandises sans besoin réel pour la population, ils doivent en permanence pousser à la consommation. Avec le Fordisme qui a donné les moyens aux prolétaires de consommer plus vastement, les capitalistes doivent désormais leur en donner l'envie. C'est l'essence même de la publicité, dont les mécanismes psychologiques ont été bien étudiés. Par exemple par ce qu'on appelle le principe d'amorçage, à savoir qu'un objet peut absorber tout ou partie de la valeur du contexte dans lequel il est plongé. Les publicités sur les voitures n'ont bien souvent rien à voir avec l'automobile. Des choses n'ayant rien à voir sont mises en relation et améliorent inconsciemment la valeur de l'une d'elles. Cela va au-delà de la pure publicité, par exemple en associant dans les films hollywoodiens les super-héros aux États-Unis. Par simple effet d'exposition, des comportements nous sont induits sans que nous ayons conscience d'avoir été influencés. Les valeurs que la société capitaliste nous transmet sont celles du goût pour la compétition et l'individualisme, influençant notre manière de penser et bien souvent neutralisant les réponses radicales que nous pourrions apporter au désastre qu'elle engendre. C'est exactement l'enjeu de la destruction environnementale en cours. Ne pas se laisser berner par l'idée que les problématiques seraient d'ordre individuel, mais penser, comme je m'efforce à le faire actuellement, les problématiques de manière systémique. Car c'est là aussi l'une des particularités de la religion capitaliste. Elle n'est pas expiatoire, mais culpabilisante. Le chômage, c'est la faute des chômeurs. Ils n'avaient qu'à travailler à l'école, ou traverser la rue, selon les versions. La déforestation, c'est la faute des consommateurs, ils achètent du Nutella. Oubliant par là même que le chômage est bien souvent une création capitaliste, puisqu'il est le résultat d'une délocalisation d'entreprises à l'étranger, cherchant à trouver une main-d'œuvre à moindre coût, mais aussi que le chômage est bénéfique à la compétitivité des entreprises, puisqu'il fait pression à la baisse sur les salaires. Que la déforestation, que ce soit pour la production de Nutella ou autre chose, est nécessaire à la logique d'expansion du capital. Nous allons penser hors de la boîte, de la grande entourloupe. Nous allons renverser le renversement des effets en cause et des victimes en coupables. Nous allons remettre le rapport cause-effet dans le bon sens. Nous allons remettre le monde sur ses pieds, comme disait Karl Marx. La consommation n'est pas une cause, c'est un effet. La consommation est l'effet d'une cause qui est la production. Le producteur, pour écouler ses produits payants et qui ont pour seule vocation de l'enrichir, doit les faire acheter, les faire consommer. Le producteur, le propriétaire des moyens de production, parce que ce producteur-là ne produit rien, comme on sait. Le producteur produisant toujours plus, il a intérêt à susciter toujours plus d'actes de consommation, à les stimuler, à y inciter, à attirer la masse vers la marchandise. Et on sait très très bien comment il s'y prend. Pourquoi le producteur produit toujours plus ? Parce qu'il est pris dans une logique d'accumulation inhérente à ce qu'on appelle le capitalisme, qui repose sur une permanente et structurelle augmentation du capital. La consommation est l'effet d'une cause qui est la logique intrinsèque du capital. Le capitalisme comme religion, c'est le titre d'un livre de Walter Benjamin qui est finalement une autre manière d'analyser ce qu'on appelle en termes marxistes la superstructure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette superstructure ? D'abord, on appelle infrastructure ou base les forces productives, l'état technique des moyens de production,
leur abondance, les conditions de production, conditions naturelles, ressources, climat, et les relations de production au sein d'une économie. Dans l'économie capitaliste, les bourgeois possèdent les moyens de production, tandis que les prolétaires ne possèdent que leur force de travail, qu'ils essaient de vendre sur le marché du travail. Le bourgeois n'a pas besoin de travailler pour vivre, c'est aujourd'hui un actionnaire qui perçoit simplement des dividendes grâce aux parts des entreprises qu'il possède. Pour asseoir son pouvoir économique, la bourgeoisie a créé un cadre juridique favorable dont la pierre angulaire, c'est le droit à la propriété privée. Donc la propriété non pas d'usage, mais lucrative des moyens de production, ainsi qu'une force armée lui permettant de faire respecter ce droit, la police, parfois l'armée. Voilà la première partie de la superstructure pouvant être définie comme l'état immatériel de l'infrastructure, mais qui la soutient, ici, de manière coercitive. L'autre versant de la superstructure, c'est son aspect idéologique non coercitif, qui tient à travers les médias, l'école, parfois l'Église, et en fait l'atmosphère normative dans laquelle nous évoluons. Le cas des médias est très éloquent. Les médias mainstream sont aujourd'hui possédés par des milliardaires qui placent donc les journalistes qui leur permettent de poursuivre un agenda politique qui diffère légèrement selon les milliardaires, mais ne s'opposent évidemment jamais à leurs intérêts de classe. Les grands présentateurs et les grands journalistes côtoient même directement la bourgeoisie dans son milieu, dans ses clubs, le plus connu restant le Siècle, à Paris. Ils sont amis, et même s'ils ne l'avaient pas au début, ils finissent par avoir les mêmes opinions, les mêmes intérêts. Je vous laisse visionner le très bon documentaire sur ce sujet, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui montre par exemple, puisque c'est quand même notre sujet, que ce sont les mêmes économistes qui ont le droit à la parole dans ces médias, et que ce sont évidemment des économistes capitalistes proches de la sphère bourgeoise. La superstructure permet de créer des mythes qui renforcent et justifient l'infrastructure. Mais elle agit même avant toute interaction des individus avec ces instances, parce que le philosophe marxiste Louis Althusser appelle l'interpellation. L'interpellation, c'est l'incorporation de l'idéologie dominante. C'est l'insertion de l'individu dans les rapports sociaux existants. C'est pourquoi, pour Althusser, nous ne sommes pas des individus, mais bien des sujets, puisque notre manière de penser, de percevoir le réel et de nous percevoir nous-mêmes est un produit de l'idéologie dans laquelle nous évoluons. Pour comprendre l'interpellation, ça peut être bien de parler de son utilisation dans un autre champ que le marxisme, par Judith Butler, une philosophe américaine qui travaille sur la question du genre. Elle considère que la première interpellation se produit même avant notre naissance, quand nos parents nous donnent un genre à l'échographie en fonction de l'organe reproducteur que nous avons. C'est un garçon ou c'est une fille. Or, le concept de garçon ne s'arrête pas à la possession d'un organe reproducteur plutôt qu'un autre. C'est aussi un amas de comportements que celui-ci devra adopter dans la société pour obéir à des normes qui régissent ce qu'est être un garçon. Avant que nous naissions, l'idéologie a déjà en partie déterminé qui nous allons être. Le capital agit sur nous de manière similaire. Personne ne nous a demandé si nous voulions participer à l'économie capitaliste. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes dès le début des consommateurs qui vont aussi devoir se vendre sur le marché du travail. Si nous sommes des consommateurs abusifs qui permettent de soutenir la production exponentielle, ce n'est pas parce que nous en avons eu l'idée, ni l'envie à partir d'un ressenti propre et distant de toute interaction sociale. C'est parce que nous obéissons à la norme. L'idéologie, on pourrait dire l'idéologie avec un grand I, à savoir, encore une fois, ce bain idéal normatif dans lequel nous sommes noyés, nous implémente des comportements, un habitus. L'idéologie s'incarne dans des actes insérés dans des pratiques collectives et socialement ordonnées. Ces pratiques s'accompagnent d'idées qui prétendent les diriger, alors qu'en réalité, ce sont elles, les pratiques, qui déterminent l'orientation de ces idées.
Comme l'écrit Marx, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Placé dès l'enfance comme futur salarié d'une entreprise, on ne remet pas en cause cette destinée. Si j'ai appris depuis l'enfance à consommer presque quotidiennement, je vais reproduire ce schéma de consommateur tout en essayant d'y trouver des raisons pour justifier mon action. Mais donc ce n'est pas l'idée qui va donner l'action, mais l'action qui a donné l'idée, et pas l'inverse. Maintenant, au tour d'Althusser d'être cité, alors accrochez-vous. Ce n'est pas leur condition d'existence réelle, leur monde réel que les hommes se représentent dans l'idéologie, mais c'est avant tout leur rapport à leurs conditions d'existence qui leur y est représenté. Nous pensons que nous nous représentons tout seuls le monde d'une certaine manière, mais en fait, nous nous représentons ce qui nous a été présenté. En nous présentant comme pouvant atteindre le sommet de la pyramide sociale simplement en travaillant dur et donc en le méritant, la superstructure nous fait nous représenter que notre situation matérielle d'existence n'est que le résultat de notre propre opiniâtreté. Celle-ci met également en avant ce qu'Althusser nomme des sujets principaux. Ce sont des archétypes de réussite, qui changent selon les époques. Aujourd'hui, ça pourrait correspondre à quelqu'un comme Elon Musk, présenté comme un self-made man qui est milliardaire grâce à son travail et donc qui le mérite, d'autant plus que ce serait en fait un super créateur d'emplois. Ce qui nous amène donc à penser que l'achèvement du meilleur de nous-mêmes, c'est de devenir un mégalomane ultra-capitaliste. Écoutez, prenez l'homme le plus riche du monde. Je pense que pour un entrepreneur, c'est un archétype de réussite, n'est-ce pas? Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que le monde d'Elon Musk? C'est un monde où l'on commercialise des lance-flammes pour s'amuser. C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique. Je reconnais que c'est un peu gros, mais que voulez-vous, certains sont dupes. C'est un monde où l'on constelle le ciel, que l'on croyait être peut-être le dernier sanctuaire de la beauté, de satellites artificiels. Le sujet principal aujourd'hui, cela pourrait aussi être tous ces influenceurs, toutes ces influenceuses sur Insta et TikTok qui obéissent parfaitement au code de beauté de l'époque et qui vont vendre un mode de vie qui consiste à danser devant son téléphone et partir en vacances à l'autre bout du monde, tout en nous recommandant des super produits pour la peau et les cheveux. Autant dire qu'ils soutiennent parfaitement l'infrastructure capitaliste avec leur mode de vie. Le constat est le même que celui de Bernard Stiegler. Premièrement, on capte notre attention, on nous détourne du réel et de la sensibilité pour ce qui nous entoure, on devient de plus en plus des êtres cyber, ancrés dans une expérience numérique de la vie. Deuxièmement, les modes de vie qu'on y voit et les publicités qui y défilent permettent de soutenir la croissance du capital par la consommation des masses. Ce sont des processus le plus souvent inconscients qui nous font aussi accepter l'état existant des choses. Vous connaissez la fameuse phrase de Marx « Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante ». Par le pouvoir économique et ses relais dans la superstructure, la bourgeoisie a acquis une hégémonie culturelle qui a fait de l'anticapitalisme un disque rayé. Pour le communiste italien Antonio Gramsci, cela participe à expliquer pourquoi le capitalisme n'a pas encore été renversé par une révolution prolétarienne. Malgré son exploitation manifeste par le capital, la masse des travailleurs a peu à peu adopté l'idée que le capitalisme serait la fin de l'histoire et le seul monde possible. Le capitalisme ne tient donc plus grâce à ces moyens de coercition que Gramsci appelle la société politique et qui englobe les institutions, la police, la justice, mais bien par l'acquiescement généralisé de son pouvoir, à savoir par la société civile qui regroupe l'ensemble des institutions culturelles. On soutient un pouvoir qui opprime, qui nous emmène vers ce que le secrétaire général des Nations Unies nomme lui-même une menace existentielle directe. C'est une forme d'aliénation. Pour Gramsci,
Il faut donc mener la bataille du côté idéologique en perçant dans les médias mainstream, en imposant nos thèmes et notre langage. Le langage qui est aussi une autre courroie d'asservissement, par exemple quand les capitalistes parlent de plan social plutôt que de licenciement, de charge sociale plutôt que de cotisation sociale, ou pour le sujet qui nous intéresse, en imposant le terme de croissance comme fin en soi et comme bienfait pour l'humanité. Tenter d'imposer les termes de capitalisme, de bourgeoisie, d'exploitation, c'est donc participer à ce que Gramsci appelle la guerre de position, qui implique de s'infiltrer dans les interstices de la superstructure pour générer une volonté collective de sortie du capitalisme pour pouvoir la réaliser concrètement. Car quand une classe dominante n'est plus hégémonique, ce n'est plus une classe dominante.